Bonjour et bienvenue à cet épisode de La Grande Idée, une série où je reçois des professionnels en marketing pour discuter de stratégie, publicité et de nouvelles technologies. Puis s'il y a un sujet chaud ces temps-ci, évidemment, c'est les nouvelles technologies, parce que depuis les dernières semaines, pratiquement à tous les jours, on nous présente un nouveau logiciel, une nouvelle application, un nouveau plugin qui utilise l'intelligence artificielle pour faciliter notre vie. Puis si durant les derniers mois, la conversation tournait autour de la pertinence des IA dans le monde des affaires, aujourd'hui, la vraie question, c'est davantage comment les utiliser dans notre contexte précis, puis comment en tirer bénéfice là, pour gagner en temps et en efficacité. On aura l'occasion d'analyser puis de présenter plusieurs logiciels et applications spécifiques en IA sur cette série, mais aujourd'hui, on va s'attarder plus spécifiquement à ChatGPT, dans un contexte large, mais aussi dans le contexte des professionnels en marketing et en publicité. Donc, pour en discuter, j'ai le plaisir de recevoir Jérémy Abou, fondateur de l'agence Digitad et cofondateur du groupe Intégral. Merci d'être avec nous, Jérémy. Salut Ali, merci beaucoup de nous recevoir. Full disclaimer, là, pour commencer cette entrevue, j'ai essayé de créer ma liste de questions pour l'entrevue en utilisant ChatGPT. C'était pas convaincant, ça manquait de personnalité, on était trop dans la généralité, mais ça m'a quand même offert une structure ou un framework là, sur lequel me baser pour ensuite ajouter ma petite touche personnelle. Mais en tout cas, c'était quand même un exercice intéressant à tester. Oui, tout à fait. Et ce qui est génial, en fait, c'est que tu as eu un réflexe. Et on va en parler aujourd'hui. Je pense que le réflexe, c'est des choses qui sont de plus en plus importantes. Donc tu as commencé, ça a dégrossi le sujet, et puis ça a donné lieu à un premier jet. Ça t'a permis ensuite d'être optimisé et de me l'envoyer. Donc c'est fantastique. Jérémy, ChatGPT a été lancé vers la fin 2022, là, si je me souviens bien. Est-ce que tu te souviens de la première fois que tu l'as utilisé, là, ton premier prompt, ton premier test, puis surtout, c'était quoi ta réaction là, quand tu as eu la réponse? En fait, je me rappelle parfaitement, j'étais au chalet avec un de mes amis qui est vice-président technologie dans une grosse boîte qui est cotée en bourse. Et il me dit, mais est-ce que tu as suivi un petit peu ce qui se passe avec ChatGPT en ce moment? Je connaissais pas du tout ça. Il a sorti son ordinateur et je lui ai dit, ça tombe bien, je suis en train d'écrire un livre en ce moment. Demande-lui le plan du livre que j'aimerais créer. Et en 30 secondes, c'était ChatGPT 3.5 à l'époque, il a sorti un sommaire qui était étonnamment proche de ce vers quoi je me dirigeais. Et là, j'ai pris une grande gifle et j'ai trouvé ça. J'ai commencé à tomber en amour avec cet outil à partir de ce moment-là. Ça devient comme une drogue, là. On veut s'aventurer là-dedans, puis on veut le tester, en tout cas le tester au maximum, puis voir c'est quoi ses limites. Je trouve ça intéressant de voir toutes les questions qu'on pose à cette machine-là. Moi, j'ai des amis qui l'ont utilisé pour planifier des voyages, planifier des recettes de la semaine, puis la liste d'épicerie, se faire des programmes d'entraînement spécialisés. Avant de rentrer dans le volet professionnel, je suis curieux de savoir, toi, est-ce que tu l'as intégré dans ton quotidien? Puis si oui, comment tu l'utilises? Bah, tout à fait, en fait. Je l'utilise beaucoup, en fait, puisque ce réflexe de penser ChatGPT d'abord avant de commencer une tâche structurante, c'est quelque chose que j'ai essayé d'apprivoiser dès le début. Et en fait, tu as utilisé un mot tout à l'heure qui est le mot drogue, que je trouve particulièrement intéressant. Moi, j'utilise plutôt le mot béquille. Et en fait, je pense que c'est une anecdote que je raconte assez souvent. Nos parents, quand ils se déplaçaient d'un point A à un point B auparavant, ils regardaient une carte, ils prenaient des notes, ils découvraient la route, puis ils s'en rappelaient. Puis au milieu du chemin, ils reprenaient leurs notes et ils arrivaient à destination. Moi, aujourd'hui, tous les matins, quand je pars au bureau, je mets le GPS parce que je veux optimiser ma route et ma circulation. Et en fait, je pense que des outils comme ChatGPT, ça va devenir des outils au quotidien qui vont nous permettre de nous béquiller dans la réalisation de nos affaires. Et de question de béquiller, il y a aussi une question de dépendance. Donc c'est là où il peut y avoir des côtés un petit peu pernicieux si on lui laisse trop de place. De par tes interactions là, avec d'autres professionnels, est-ce que tu sens que c'est un outil qui commence à être intégré dans les entreprises puis à travers les différentes équipes, ou est-ce qu'il y a encore un gros point d'interrogation autour de ce sujet-là? Je pense qu'il y a encore un énorme point d'interrogation pour plusieurs raisons, parce qu'il y a encore des questions d'éthique, de conformité, de confidentialité de la donnée. Donc ça, c'est les premières choses. Apple, pas plus tard que la semaine dernière, a fait des grosses annonces comme quoi ils interdisaient d'utiliser ChatGPT à leurs équipes. Donc ça, c'est des choses qui sont assez importantes. Par contre, ce qu'on voit, c'est que dans les organisations, en fonction de l'appétence et l'appréhension technologique, il y a des gens qui vont s'approprier le sujet beaucoup plus rapidement que d'autres. Et souvent, c'est des gens qui vont devenir ensuite des leaders ou des ambassadeurs de l'outil et qui vont montrer à leurs équipes ou leurs collègues comment l'utiliser. Et c'est là où
la familiarité et la sensibilité se développent en fait. Puis c'est là où on voit que le monde des startups a un peu plus de flexibilité parce que justement, il n'y a pas tous ces départements légaux puis tous ces différents layers là, à traverser avant de pouvoir utiliser un nouvel outil. Euh, on voit des articles passer à tous les jours là, qui nous inspirent à utiliser la plateforme de toutes sortes de façons. Là. Moi, j'en vois passer sur Instagram, LinkedIn, TikTok. Puis si on rentre dans le vif du sujet, là, parmi les utilisations les plus fréquentes que j'ai vues, bon, il y a la description d'images pour la publication sur les réseaux sociaux, l'optimisation de blogs, générer des idées pour initier un brainstorm, faire de la traduction de texte. D'un point de vue organisationnel, là, dans ton équipe, qui utilise ChatGPT, puis dans quel contexte? Puis si tu es capable de nous donner des exemples concrets. Bien sûr. En fait, ce que j'aime bien, analyser, c'est sous deux dimensions. Dans une entreprise, tu as des services qui sont transversaux. La comptabilité, la finance, les ressources humaines, le marketing et les ventes. Et ensuite, dans ces entreprises, tu as des sujets qui sont très verticaux, qui dépendent souvent de l'industrie ou qui sont tous les sujets reliés aux opérations et aux productions, donc à la production. Donc ça va être très, entre guillemets, personnalisé, custom. Donc, je pourrais donner des exemples pour chacun des départements, mais je te donne un exemple. Dans le département des ventes, lorsqu'on va faire des opérations d'email à froid où on va envoyer des chaînes de courriel, avoir 2 ou 3 scénarios qui sont préparés par ChatGPT pour faire un premier envoi, suivi d'un deuxième envoi, suivi d'un troisième envoi, c'est quelque chose qui est très pertinent. Un autre exemple, c'est le guide des objections. Quelqu'un qui veut acheter ton produit ou ton service, mais qui a des objections, être capable de brainstormer avec ChatGPT pour être capable d'avoir des exemples d'objections qui vont pouvoir être utilisées par tes équipes de vente, c'est des choses qui sont extrêmement pertinentes. Tu as cité quelques exemples sur le marketing, donc la réflexion autour des articles de blog, de l'idéation autour d'idées ou de planning de posts sur les médias sociaux, la création de storyboard si tu souhaites faire des vidéos. Ça, c'est des choses qui sont également très utiles. Je donnerai 2-3 autres exemples en ressources humaines qu'on utilise beaucoup. C'est la définition des profils des candidats. Ça, c'est un truc qu'on lui demande. Un stratège SEO aujourd'hui, quel pourrait être son profil? Et ensuite, aide-moi à rédiger l'annonce d'emploi la plus attractive pour être capable de faire venir des candidats chez nous. Donc ça, c'est quelques petits exemples sur chacun de ces pôles-là qui permettent en fait de montrer à quel point ça peut être pragmatique et utilisé au quotidien en fait. Est-ce que la plus grande valeur ajoutée à date, tu trouves, c'est qu'on sauve du temps ou est-ce que ça nous permet d'aller chercher une dimension à laquelle on n'avait pas pensé, ça nous permet de nous challenger? C'est quoi, si tu devais mettre le doigt dessus, là, c'est quoi la plus grande valeur ajoutée à date de la version qu'on a aujourd'hui? C'est une très bonne question. Ma réponse, elle est assez courte. C'est l'annihilation de la peur de la page blanche, en fait. C'est-à-dire que commencer un dossier structurant avec une page blanche en disant comment est-ce que je vais m'en occuper pour pouvoir aller faire des recherches sur Internet pour synthétiser mes idées et ainsi de suite. C'est un petit peu ce que tu disais tout à l'heure. Tu vas poser ta question, tu vas écrire ce qu'on appelle tes prompts, qui sont tes messages que tu vas alimenter à l'outil. Et là, si ton prompt est fait correctement, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir un résultat qui va te permettre de dégrossir le sujet et de te poser des questions et d'orienter ta réflexion. Et donc, ça te fait gagner en vitesse. Ce qu'il faut faire très attention, c'est que ce que tu souhaites faire ou ce que les organisations devraient essayer de faire, c'est de renforcer le pouvoir des employés en les équipant des bons outils. Aujourd'hui, il y a un raccourci qui est fait, qui consiste à dire que des outils d'intelligence artificielle comme ChatGPT vont remplacer de la main-d'œuvre et vont permettre à des entreprises d'être plus profitables parce qu'elles vont licencier 50% de leurs équipes. C'est pas l'objectif. Il faut être capable de rendre les êtres humains plus puissants en leur permettant de se concentrer sur la valeur ajoutée. Parce que la vérité, c'est que ces outils ne sont pas encore autonomes. Je dis bien encore parce qu'un jour ils le seront, mais on n'en est pas là aujourd'hui. C'est ça, tu as dit, c'est pas l'objectif, mais c'est pas l'objectif dans le fond, ce que tu dis à court terme, parce que de la manière que tu vois les choses à moyen ou long terme, ça pourrait devenir assez puissant pour remplacer une certaine partie de la main-d'œuvre. Ce que je pense, c'est que tous les membres d'équipe aujourd'hui, dans leur quotidien, ont des actions à plus faible valeur ajoutée et des actions à plus haute valeur ajoutée. Il y a quelque chose qui est certain, c'est que ça va réduire les actions à plus faible valeur ajoutée, ça j'en suis convaincu. Je pense aussi, un peu comme ce qui s'est passé pendant la révolution industrielle au début des années 1900, c'est qu'il va y avoir une transition des expertises vers des nouveaux métiers qui vont se créer.
Par exemple, on parlait des prompts tout à l'heure, il y a un métier qui est en train d'exploser. On voit des offres d'emploi aux États-Unis en ce moment sur ce qu'on appelle un prompt engineer, donc un ingénieur en prompt, qui sont payés entre 170 000 dollars US et 250 000 dollars. Et ça, c'est des nouveaux métiers qui viennent d'émerger. Mais là, on est au tout début. Ça, comme tu disais bien, ça fait quelques mois que c'est en train de se populariser, de se démocratiser. Donc l'idée, c'est de dire, qu'est-ce qui va se passer dans 2 ans, dans 5 ans, dans 8 ans, dans 10 ans. Et c'est là où ça devient passionnant. Passionnant, ça c'est certain, puis ça évolue à une vitesse grand V, donc puis c'est même difficile, là, je te dirais, jusqu'à un certain point de rester au courant de tout ce qui se passe. Dis-moi comment une entreprise, disons, qui est impliquée dans l'e-commerce, que ça soit du vêtement, des meubles, du cosmétique, comment un chef d'entreprise peut utiliser ChatGPT aujourd'hui pour avoir un avantage concurrentiel? En fait, on a vu des cas aujourd'hui. On a accompagné des très belles entreprises locales et historiques comme les chaussures Yellow, par exemple, qui ont des centaines, voire des milliers de produits par catégorie et qui se confrontaient à un problème, en fait. C'est comment est-ce que tu rédiges des descriptions de produits uniques lorsque tu parles d'une chaussure qui est en cuir jaune, en cuir marron, en cuir vert ou en cuir rouge. Et donc, la capacité de créer du contenu unique à très haut volume sur une grande quantité de produits en présentant un intérêt pour l'internaute, c'est quelque chose qui est assez complexe si tu n'as pas d'énormes moyens. Et on se rend compte que des outils d'intelligence artificielle comme ChatGPT rendent ces sujets-là accessibles en fait aux différentes entreprises, aux différents entrepreneurs. Donc, c'est un exemple d'application concrète. Puis la fonctionnalité dont tu parles, juste pour donner le plus de valeur possible, parce que c'est la fonctionnalité qui permet de mettre une image comme prompt dans la version 4 de GPT, puis qui va ensuite de ça la décrire pour toi? Alors, ce dont je parlais spécifiquement, c'était de faire une liste des différents produits avec leurs caractéristiques que tu viens apporter sous forme de tableau à ChatGPT en lui demandant de te rédiger des descriptions de produits en fonction des spécifications produits sous la forme de contenu qui a des contraintes, un nombre de mots, le fait d'utiliser un ton qui est sympathique, le fait d'être très scientifique dans sa description, le fait de mettre en avant les avantages du produit principal, et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc imagine, tu as un tableau Excel avec tous tes produits, tu es capable de prendre plusieurs de ces produits-là, de les importer dans l'outil pour avoir les descriptions de produits que ensuite tu vas pouvoir retravailler avant de les importer sur ton site internet. Et ça te fait sauver énormément de temps en fait, parce que tu n'as pas besoin de prendre produit par produit et te casser la tête en fonction des couleurs, par exemple, à avoir une rédaction de contenu qui est très différente et repartir du syndrome de la page blanche dont je te parlais tout à l'heure. Ça, c'est un super bel exemple là, de tâches un peu répétitives, puis qui peut être très, très demandante psychologiquement, là, qui est automatisée. Puis de votre expérience avec ce client-là, est-ce que le résultat que ça nous donnait, on était à 80% près, à 100% d'efficacité au niveau de ce que ça nous donnait? Parce que c'est sûr qu'il faut le réviser quand même, là. Tout à fait. Alors, sur ce client-là, on l'a formé et ensuite il l'a internalisé. Donc, ça, faudrait que je fasse un suivi avec lui. Mais sur les premiers essais qu'on a fait, c'est quand même assez impressionnant. Il faut savoir qu'il y a une grande différence entre ChatGPT 3.5 et la version numéro 4. La version numéro 4, c'est celle qui est sous forme d'abonnement à 20 dollars par mois, qui, en termes de puissance, en termes de compréhension, en termes de finesse, en termes de stabilité, est beaucoup plus avancée que la version 3.5. Elle est aussi un petit peu plus lente, mais tu es capable sur des gros volumes à aller chercher si tes prompts sont faits correctement, des critères et des niveaux de satisfaction à 7 ou 8 sur 10. Et si tu prends au volume et en fonction de la rapidité, tu vas plutôt être aux alentours de 8,5, 9 sur 10 en fait. Et ça, c'est quand même assez impressionnant, sachant qu'on est au tout début de la vague. Puis là, on a lancé le mot prompt quelques fois. Donc, l'utilisation des prompts, là, qui est dans le fond les phrases ou la description ou la demande que tu vas mettre dans la case de conversation. Donc, ça, c'est le prompt. En tout cas, de ce que j'ai vu à date, c'est un peu un mix entre de l'art et de la science, hein. Donc, je compare souvent ça, moi, le brief qu'on reçoit d'un client. Donc, plus c'est précis, plus il y a du contexte, plus il y a des détails, des spécifications, plus l'équipe est capable de formuler des idées publicitaires qui sont spécifiques à la marque. Puis ChatGPT, c'est un peu la même chose. Donc, plus tu lui donnes du détail et du contexte, plus ça devient intéressant comme réponse. Refresh, donc de le faire oublier tout ce qu'on a dit.
lui donner un peu un persona ou un personnage, puis lui mentionner tes objectifs. Tout à fait. J'adore. Jérémy, on a beaucoup parlé des avantages, du côté impressionnant, fascinant de GPT. C'est quand même important dans des conversations comme ça de préciser que c'est pas parfait à tous les niveaux. Donc, j'aimerais qu'on parle un peu des limites de ChatGPT aujourd'hui. On sait, on sait que c'est un modèle qui a été entraîné avec des données pouvant aller jusqu'à 2021, là, si je me souviens bien de ce que j'ai lu. Donc, en partant, si on cherche à traiter un sujet qui est très, très récent, il y a peut-être certaines limites. Puis, l'autre réflexion que j'avais récemment, c'est le web, c'est rempli de fausses données, là. Je veux dire, c'est pas tout ce qu'on trouve sur le web qui a été vérifié. Donc, est-ce que ça veut dire que GPT, les réponses qu'il nous donne, c'est un mix de vraies données et de fausses données? C'est une très bonne question. Donc, en effet, tu as raison. Jusqu'à la mi-mai, GPT avait indexé OpenAI, qui est donc l'entreprise qui a fondé ChatGPT, avait enregistré, indexé l'ensemble des résultats jusqu'à fin 2021. Donc, il y avait un trou de plus d'un an et demi avec des informations qui n'étaient pas à jour. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis la mi-mai, dans la nouvelle version de ChatGPT, il y a une connexion avec un navigateur Internet qui se fait notamment par l'intermédiaire de Bing, qui appartient à Microsoft. Donc aujourd'hui, l'outil a la capacité d'aller analyser les résultats de recherche et donc d'adapter les réponses de façon beaucoup plus précise par rapport aux résultats qui sont arrivés entre la fin 2021 et aujourd'hui. Donc, on a Mais en perdu effet, ce gap-là. On a perdu le gap qu'il y avait. exactement, tout à Fantastique. fait. Maintenant, tu as tout à fait raison. C'est-à-dire que puisque euh, puisque ChatGPT est entraîné sur des modèles d'intelligence artificielle et que ces modèles vont donner des résultats en fonction de la donnée qui rentre à l'intérieur, bah, ce qui va se passer, c'est que si l'information est en très faible quantité ou qu'elle est très inexacte, ce qui est ressorti de la machine, de l'algorithme, pourrait être inexact. Exemple, quand ChatGPT n'arrive pas à donner une réponse, il peut inventer des statistiques ou des citations. Et il y a un cas très drôle qui s'est passé récemment. Il y a eu un article dans la presse là-dessus. C'est un cabinet d'avocats qui avait donné de la recherche légale à faire à des personnes qui étaient plus juniors, qui ont fait des recherches avec ChatGPT sur l'ensemble des jurisprudences. Et en fait, ChatGPT n'a pas trouvé les bonnes jurisprudences et a donc créé des jurisprudences, ce qui fait que le cabinet d'avocats s'est présenté en cours en défendant un argument qui était basé sur des jurisprudences qui n'existaient pas et qui ont amené ce cabinet à perdre son procès en fait. Donc il faut faire extrêmement attention en fait parce que valider chacune des données, c'est quelque chose qui permet d'éviter ce genre de situation un peu problématique. Puis c'est davantage drôle que ça vient d'un cabinet avocat parce qu'habituellement, c'est les personnes les plus diligentes et ceux qui prennent le plus de précautions. Mais effectivement, je pense que ça donne, ça nous laisse réfléchir au risque. Puis ben, surtout de réanalyser les résultats puis s'assurer qu'ils sont véridiques. Euh, Jérémy, plus tôt au mois de mai, le directeur général de IBM a déclaré à Bloomberg qu'il prévoit geler l'embauche pour des postes qu'il pense pouvoir remplacer avec l'IA au cours des 5 prochaines années. Puis ça représentait environ 7 800 emplois. Donc, il n'y a aucun doute, je pense, aujourd'hui, sur l'impact que ça va avoir sur l'emploi futur. Maintenant, ma question pour toi, c'est plus, est-ce que tu penses que l'IA va éliminer certains postes en agence, que les tâches vont devenir automatisées ou que le client va trouver ça tellement facile à exécuter qu'il va se dire, je vais m'en occuper à l'interne? Donc ma réponse courte à ta question, c'est je pense que certaines tâches vont être éliminées. Je pense que chaque membre d'équipe a aujourd'hui l'obligation de se sensibiliser et de se responsabiliser à passer du temps à découvrir ces outils pour être capable de les adopter dans leur routine, ce qui va permettre et entraîner une concentration sur les tâches à haute valeur ajoutée. J'en ai cité quelques-unes, la stratégie, la communication client et ainsi de suite, pour être capable ensuite d'augmenter le volume de production. Et c'est là la difficulté principale aujourd'hui. Je te donne un exemple. Quelqu'un qui rédige un article de blog par jour, si tu lui montres par A plus B qu'avec un outil comme ChatGPT, il peut en rédiger 5 par jour, il va être généralement très excité. Ce qui est compliqué, c'est lorsque tu passes à l'étape suivante, qui consiste à lui demander de produire 5 fois plus. Et là, aujourd'hui,
ça nécessite un changement profond de la culture, un accompagnement des dirigeants, une sensibilisation, une formation sur l'ensemble de ces outils pour ne pas créer une rupture entre quelque chose de très conceptuel, le dirigeant qui veut produire 5 fois plus, et quelque chose de très pragmatique, qui est le membre d'équipe qui n'a pas été formé correctement à utiliser ça et qui ne comprend pas bien comment il va réussir du jour au lendemain à produire 5 fois plus. C'est comme si on devait s'imaginer qu'aujourd'hui, on aurait un groupe d'employés qui sait comment utiliser Google, puis un autre groupe d'employés qui ne sait pas comment l'utiliser. Si je le projette à quelques mois, quelques années, ça va un peu ressembler à ça. Puis là, on a vu un peu les universités, les cégeps qui avaient peur de ce que GPT va créer avec les élèves. Est-ce que tu penses qu'au contraire, on va arriver à un stade bientôt où ça va être enseigné dans les universités, la façon de bien utiliser ces outils-là? En fait, mon avis, c'est que ça va devenir des outils, c'est déjà des outils aujourd'hui, en fait. Et en fait, c'est comment est-ce que, euh, comment est-ce que tu te sers de ces outils comme des outils de soutien à l'apprentissage pédagogique et non pas à l'annihilation de la pensée autonome des étudiants, en fait. Et ça, c'est un vrai sujet. Et franchement, j'ai pas la réponse, en fait. C'est-à-dire que la facilité aujourd'hui, quand il y a un travail à faire, c'est d'être capable de le faire sur ChatGPT et puis d'avoir un devoir et puis de le retoucher un petit peu pour avoir l'impression que c'est pas fait totalement par la machine et puis de l'envoyer et de te dire qu'au lieu d'avoir passé 5 heures, tu vas avoir passé 5 minutes. La vérité, c'est que si ça se produit, bah, le muscle du cerveau va être beaucoup moins entraîné, il va être beaucoup moins puissant. Et j'ai une inquiétude. J'ai un enfant en bas âge, je sais que toi aussi. Euh, il va falloir que je passe beaucoup de temps avec ma fille à la sensibiliser sur le développement de sa pensée critique. Parce que la remise en cause de ces outils, la validation de ces outils, l'utilisation de ces outils va devenir une compétence intrinsèque forte qui va lui permettre d'être quelqu'un qui réussit dans sa vie et professionnellement. Donc, c'est un point d'attention que j'ai dès aujourd'hui, même si aujourd'hui, elle n'a que 5 ans et demi. Non, effectivement. Puis, tu sais, comme tu as dit, d'être capable de les utiliser, mais si on les perd du jour au lendemain, ou si problème avec Internet ou quoi que ce soit, qu'on ne soit pas dépourvu complètement, puis qu'on n'est plus capable d'exécuter nos tâches. Ouais, tout à fait. Euh, Et je te pose une question là-dessus. Est-ce qu'aujourd'hui, si tu es en région et que tu n'as pas ton GPS et que tu dois aller dans une ville qui est autre que Montréal, puisqu'il y a des panneaux d'indication partout, est-ce que tu te sens perdu? Est-ce que tu te sens, entre guillemets, tout nu? Certainement. Puis c'est drôle, tu mentionnes ça parce que l'autre jour, je parlais de ça avec un groupe d'amis, puis on parlait justement de, il y a une couple d'années, on imprimait nos maps de Google. C'était pas Google Maps, en fait, c'était MapQuest dans le temps. On imprimait ça, ça faisait 5 pages, puis on suivait les instructions. Donc, au moins, j'ai été chanceux, je pense, d'avoir vécu cette période-là. Fait que je serais capable de me débrouiller un peu, mais effectivement, là, je veux dire, on serait totalement perdu, puis ça nous prendrait 3 fois plus de temps à arriver à notre destination. Tu vois, l'autre exemple, c'est quand ton téléphone n'a plus de batterie. Tu ressens une forme d'anxiété, en fait. Surtout quand tu es un drogué comme moi du téléphone, mais tu ressens une forme de pression. Et ben, ce que je pense, c'est qu'avec les outils d'intelligence artificielle, tu vas ressentir la même chose, sauf que tu le ressentiras de façon 10 fois plus importante dans quelques années. Définitivement. Avant de terminer notre conversation, je pense que c'est important de mentionner les dangers potentiels là, pour les organisations. Puis de mentionner que ce qu'on partage avec ChatGPT, c'est d'une certaine façon conservé et utilisé là, pour entraîner davantage le modèle. Récemment, on a vu la nouvelle passer concernant des employés de Samsung qui ont divulgué des données secrètes en les partageant sur ChatGPT. Donc, d'un point de vue de responsabilité professionnelle, puis là, tu as donné l'exemple du cabinet comptable tantôt, là, qui est super pertinent, mais c'est quoi les autres précautions à prendre à l'intérieur d'une organisation? C'est un très bon point. Déjà, ne jamais partager sur l'outil des données qui permettent d'identifier l'entreprise ou les individus. Donc, on va éviter tout ce qui est les numéros d'entreprise, les numéros de TPS TVQ, l'identité des employés, les numéros NAS, les numéros de carte de crédit, tous ces éléments-là qui permettent de tracer une source. Ça, je pense que c'est des points auxquels faire extrêmement attention. Ensuite, généralement, il peut y avoir des apports de données. Je parlais tout à l'heure des produits dans le cadre de la personne qui a un site e-commerce. Bah, tu veux faire attention à ce que l'information qui soit communiquée soit non confidentielle. Parce que la vérité, c'est que aujourd'hui, c'est de l'information qui pourrait être détournée ou qui pourrait être utilisée à mauvais escient. Si vraiment tu as besoin d'avoir un chatbot qui te permet d'avoir un langage d'intelligence artificielle, il y a des systèmes fermés qui peuvent être développés
et intégré aux outils de Microsoft, comme par exemple Teams. Je connais une entreprise qui fait ça. Et ça permet de créer en fait une bulle de confidentialité qui est hors d'outils comme ChatGPT et ainsi de suite. Donc, il y a déjà des solutions qui se développent dans ce sens-là, mais pour revenir à ta question, toutes les données d'identification ou qui sont confidentielles, à éviter d'importer. Puis c'est intéressant ce que tu dis. Déjà, on voit le développement de nouveaux services en B2B, là, directement rattachés au volet de confidentialité. Je te demande, Jérémy, de sortir un peu ta boule de cristal. Comment tu vois l'avenir de ChatGPT? À quoi tu penses qu'on peut s'attendre pour la version 4.5, là, si jamais c'est comme ça que ça s'appelle? Puis quel impact tu penses que ça va avoir sur les professionnels en marketing? Écoute, c'est une bonne question. Je pense que l'avenir de ChatGPT aujourd'hui, il passe par plusieurs étapes. Déjà, on voit que Google s'est réveillé un petit peu tardivement. D'ailleurs, entre parenthèses, je suis assez étonné de voir à quel point ils n'ont pas été réactifs sur tous ces sujets avant de se faire complètement bypasser par ChatGPT et par Bing qui a rattrapé une partie de son retard en investissant près de 10 milliards de dollars dans ChatGPT et qui l'a intégré dans son moteur de recherche. Donc, mon avis, c'est que l'avenir de ChatGPT aujourd'hui passe par quoi? Passe par un développement des outils concurrents, parce que je pense que ça a été un peu le cheval de Troie qui a démocratisé l'ensemble des systèmes d'intelligence artificielle. Or, comme tu le disais tout à l'heure, il y a des nouveaux outils qui se développent tous les jours. Des outils en création visuelle. Donc, on a parlé de Midjourney. Donc, ça, c'est un outil Ouais. typiquement qui permet de créer des, euh, des photos et ainsi de suite. Il y a des outils qui permettent de simuler des vidéos via de l'intelligence artificielle. Il y a même des outils aujourd'hui, j'ai fait un post LinkedIn récemment dessus, qui s'appelle Drag Your GAN, qui permet de modifier les vidéos existantes en bougeant les visuels, en fait. Donc, c'est extrêmement impressionnant. Donc, je pense que la multiplication de ces outils va arriver. Donc, ça, c'est une certitude. Et concernant ChatGPT, on voit qu'il y a un développement très significatif de l'outil. C'est-à-dire qu'il y avait la 3.5 qui était très rapide, mais qui était assez peu qualifiée. Il y a la version 4 qui est sortie. Ils ont ajouté ce qu'on appelle les extensions, c'est-à-dire des outils qui permettent de se connecter avec des applications tierces, comme par exemple Expedia si on veut si on veut réserver un voyage. Donc, ça va rechercher automatiquement les vols et les heures et les prix. Ensuite, il y a la connexion avec l'Internet qui a été développée. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Cette semaine, ils ont publié la capacité d'exporter les conversations, ce qui n'était pas possible jusqu'à présent. Donc, on sent qu'il y a une démarche d'amélioration de produit qui est significative. Donc, si je devais sortir ma boule de cristal, je dirais la capacité d'ajouter des visuels, des vidéos, des diagrammes et d'avoir des livrables beaucoup plus précis par rapport aux demandes qui sont faites initialement, en fait. Puis tu as parlé de Midjourney, là, on aura sûrement un épisode spécifique à ça, mais un outil fantastique pour les créatifs, là, que ça soit pour du brainstorm, pour des mood boards. Premiere Pro au niveau du editing vidéo qui commence à avoir des plugins en IA qui sont quand même assez spectaculaires. Runway, je ne sais pas si tu l'as vu passer, là, mais qui est du text to vidéo qui est un outil fantastique pour du storyboarding, en tout cas. Donc, c'est sûr que, en tout cas, ça se développe rapidement. Puis, it's tough to keep up. Moi, je trouve que c'est quand même assez difficile. Je te cache pas, là, je suis quelqu'un qui est hyper connecté. Puis, je trouve ça quand même assez difficile de rester au courant. Tu vois sûrement passer les diagrammes là, sur LinkedIn de les applications par sujet qui sont disponibles pour régler toutes sortes de problèmes. Mais écoute, ça va être intéressant de suivre l'évolution de tout ça. Mais en C'est fait, certain. l'exemple que je donne bien, en fait, c'est que à travers le temps, le business et la vie en général s'est accéléré. C'est-à-dire qu'auparavant, au Moyen Âge, quand tu voulais aller d'un point A à un point B, tu prenais ton cheval. Bon, super. Après, tu avais le système de poste. Puis après, tu as eu le système de fax. Après, tu as eu le système de courriel. Puis maintenant, tu as... et en fait, ce qu'on ressent à chacune de ces étapes, c'est une accélération de la vie et des processus d'affaires. Et mon avis, c'est que le développement de l'intelligence artificielle va nous permettre d'aller encore plus vite, encore plus loin, encore plus fort. Et c'est là où, comme une ouverture un peu philosophique, il y a une question qui est intéressante à se poser, c'est les processus et l'intelligence et la machine va aller de plus en plus vite, mais est-ce que le corps humain va suivre? Et ça, c'est une vraie question. D'où l'importance des sujets de repos, de mindfulness et ainsi de suite. C'est des choses
qui, je pense, vont prendre de plus en plus d'ampleur dans les semaines, les mois à venir. Puis, en tout cas, c'est intéressant, tu as touché à ça. Là. Tantôt, tu as dit qu'au lieu de faire un blog, on peut en faire 5. Mais effectivement, là, avec ces technologies-là, on pourrait travailler moins, mais on garde le même nombre d'heures de travail. Puis on exige toujours plus. Puis ça, je veux dire, c'est le capitalisme. Là. Je veux dire, personne ne va régler ça demain. Bah ça, c'est parce que tu bosses pas chez Digitad, hein. Chez Digitad, ça fait un an qu'on est passé à 4 jours et demi, et ensuite que c'était, on passe à 4 jours. Mais c'est un clin d'œil. Mais en effet, je suis d'accord avec toi. Être capable de, c'est marrant en fait. On régule que par la hausse en fait le travail à produire et non pas par la baisse le nombre d'heures à effectuer pour être capable d'avoir un meilleur équilibre. Mais comme tu le dis, je pense que c'est une des règles du capitalisme, en fait. Je termine sur une note un peu plus macro, si tu le permets. Là. On lisait récemment que le Future of Life Institute a publié une lettre ouverte qui appelait les laboratoires en IA à suspendre le développement de modèles GPT jusqu'à ce que la sécurité puisse être assurée. On a Jeff Hinton qui a démissionné de Google pour pouvoir parler librement des risques. L'Italie, récemment, qui a interdit ChatGPT. Euh, Est-ce que tu penses que les gouvernements en Amérique du Nord, que ce soit au Canada ou aux États-Unis, vont s'en mêler, puis ou bien limiter l'utilisation, ou bien encore le développement futur? Je pense qu'on est rendu à un stade aujourd'hui où il faut être capable de contrôler ça en fait. Donc, euh, donc je pense que Sam Altman, qui est le fondateur un des cofondateurs de OpenAI, appelait justement à un institut de régulation qui évaluerait les nouveaux langages et les nouveaux modèles avant qu'ils soient rendus publics et diffusés pour être capable de contrôler un certain nombre de normes qui seraient à définir par cet institut de régulation. Je pense que c'est clair en fait. C'est un petit peu, je compare un petit peu ça avec une tendance qui est beaucoup moins grande au marché des cryptos et du Web 3 qui a eu un énorme essor l'année dernière qui est retombé un petit peu depuis. Mais c'est un des risques de ces technos qui sont donnés et qui sont libérés dans la nature. C'est que tu as probablement des très bons usages, mais tu en as probablement d'autres qui sont un peu plus pernicieux. Et donc, avoir la capacité à un instant T de les réguler pour être capable de les rendre accessibles et s'assurer qu'il n'y a pas de risque pour les populations, c'est quelque chose qui me semble très important. Par contre, aujourd'hui, c'est pas encore très clair de comment ça va être fait. Ah non, c'est certain, c'est pas clair. Puis, je veux dire, on le voit avec Meta, par exemple, ou avec TikTok, à quel point le nombre d'années que ça a pris avant que les gouvernements s'impliquent dans la gestion, par exemple, de la confidentialité des données. Mais ça, ce sera un dossier à suivre. Jérémy, est-ce qu'il y a un dernier point que tu aimerais aborder avant de conclure notre conversation? Quelque chose un message que tu aimerais lancer à la communauté d'affaires? Ouais, je te remercie. Je pense qu'il y en a deux. Il y en a un premier, en fait. On parlait des réflexes et je pense vraiment que c'est primordial aujourd'hui d'adopter ces réflexes dans notre quotidien. Je pense que c'est quelque chose, c'est une vraie mentalité, en fait. C'est comme tu te brosses le matin les dents et le soir avant de te coucher, comme tu prends ta douche régulièrement. Évidemment, c'est pas des besoins vitaux comme ça, mais ça va le devenir dans le cadre de la sphère professionnelle. Être capable de penser et intelligence artificielle en premier, c'est quelque chose qui va permettre de généraliser une adoption et de démocratiser ça. Aux dirigeants, j'aimerais m'adresser en insistant sur le fait que, en leur demandant et même en leur implorant de ne pas prendre le chemin facile qui consiste à dire que l'AI va remplacer des emplois, et en essayant de prendre un chemin intermédiaire qui consiste à améliorer la qualité de vie, l'approche, les produits, les services de l'entreprise en rendant leurs employés plus puissants, en les outillant des bons outils et en les formant correctement, ce qui permettra normalement d'avoir une situation qui est plus confortable. Donc voilà, et puis le dernier point, et ça je te l'annonce en primeur, en fait, on est hyper heureux d'avoir nommé aujourd'hui Maxime Cohen, qui en plus d'être un ami est une des personnes qui est en charge de l'intelligence artificielle au sein de l'université de McGill, qui travaille dans des instituts comme Ivado Labs. Et en fait, on est le premier collectif d'agences marketing numérique à destination des PME au Canada qui se dote d'un chef de l'intelligence artificielle pour être capable de nous améliorer et de nous aider à démocratiser et d'adopter l'intelligence artificielle pour nous, mais aussi pour nos clients et tous nos partenaires d'affaires. Donc ça, c'est des choses qui vont entraîner pas mal de choses, mais ça, on aura l'occasion d'en discuter dans une autre discussion. En tout cas, c'est passionnant et je pense qu'il faut prendre la vague au début plutôt que d'attendre que ça devienne un tsunami pour être
renversé par elle un peu plus tard. Donc, le plus tôt, le mieux. Ben, c'est une très belle nouvelle, effectivement, puis on va suivre ça de près. Mais moi, je prends en note le changement de mentalité qu'il faut avoir. Penser IA en premier, puis d'outiller les employés pour leur permettre justement là, d'être plus efficaces, puis de grandir grâce à ces outils-là. Ben, Jérémy, un grand merci pour ta présence, puis ton partage de connaissances. Ça a été fort intéressant. Puis on a très hâte de suivre toute l'évolution des intelligences artificielles dans les mois à venir, puis l'évolution de ta nouvelle initiative aussi. Merci beaucoup, Ali. Ça m'a fait très plaisir. À très bientôt. Salut tout le monde. À, t- à bientôt. Bye.